Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve ce soir dans le tournée Spar 360 avec Seb, un athlète d'exception. Vraiment, je suis très heureux. On a eu à midi une personne incroyable aussi. On a eu Margot ce soir. On va voir Seb qui est coach sportif, coach aussi en tout ce qui est posing. Et un parcours assez incroyable, vraiment une transformation magnifique. Aujourd'hui, c'est un athlète IFBB Pro, donc ça va être juste un magnifique moment. Je suis très très heureux de faire sa connaissance et de mettre en avant aussi son super parcours. Donc on est en train de se connecter les amis de Tenerife. Alors je vais voir si ça se connecte tranquillement. Alors est-ce que Seb, s'il est là, il m'a envoyé une petite invitation connectée. Alors des fois ça met un petit peu de temps. Est-ce que j'ai reçu? Alors est-ce que ça a fonctionné? Hello. Yes, yes. Salut Seb. Tu Ça va? m'entends? Ouais, je t'entends nickel. Ça va l'image? Ouais, ouais, nickel. Ok, super. Mais Seb, je suis très content de faire ta connaissance Ah, moi aussi. et merci à toi de ton temps et d'avoir accepté de partager aussi ton histoire. Je t'en Euh, prie. Vraiment, ça me fait très plaisir. Donc les amis, Seb, tu es coach, ok, coach sportif. C'est Tu es ça. coach aussi en posing, donc tu pourras expliquer ce que c'est s'il y a des gens qui savent pas ce que c'est. Ouais. Et surtout, ton histoire est vraiment intéressante et tu pourras nous partager tout ça. Donc toi aujourd'hui tu es un athlète IFBB Pro. Donc je te laisserai expliquer ce que c'est s'il y a Ouais, des gens qui ne savent pas ce que c'est aussi. Et puis voilà, mais déjà un grand merci et je vais te laisser la parole, nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Seb. alors du coup, bah, pour ceux qui n'ont pas compris, je m'appelle Sébastien. Actuellement, mon métier, c'est coach sportif. Également, coach en posing pour les athlètes. Et en plus de ça, je suis donc, comme tu disais, athlète IFBB Pro. J'ai eu ma carte pro cette année, ce qui fait que maintenant, je suis bodybuilder professionnel dans les grandes lignes. Voilà. Donc, Excellent. pour l'idée principale. Excellent, Seb. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu déjà ce que c'est, s'il y a des gens qui connaissent pas trop, qu'est-ce que c'est en fait, qu'est-ce que ça veut dire être IFBB Pro, etc. Qu'est-ce que c'est? Alors du coup, c'est avoir donc le statut professionnel dans la fédération donc qui est l'IFBB Pro League. Et du coup, ce statut permet de pouvoir concourir sur des scènes pro qui mènent à la scène d'Olympia, donc qui est la plus grosse compétition annuelle de bodybuilding. Et moi, je concours du coup en classique physique, ce qu'on appelle. Donc Hmm. c'est pas les gros body, c'est juste en dessous. c'est vraiment, Excellent. c'est vraiment une catégorie qui est basée un petit peu sur ceux qui connaissent peut-être, c'est tout ce qui était le body des années 70, 80. Donc on revient plutôt sur des physiques moins bulky, genre moins gros, vraiment plus sur une ligne et une esthétique globale, quoi. À la Arnold un peu. Oui, exactement, c'est ça. C'est cette époque-là. Hmm. Voilà. Excellent. Excellent. Eh bien, écoute, félicitations à toi. Seb, la première question que je vais te poser, c'est est-ce que quand tu étais petit, tu as toujours fait du sport ou est-ce que plus ou moins déjà? Alors, quand j'étais gosse, on va dire que j'ai fait du sport comme tous les gosses, c'est-à-dire que c'est mes parents qui me mettaient au sport le soir, une ou deux fois par semaine, ça dépendait. J'étais pas spécialement très assidu ou très fan de ça. J'y allais parce que voilà, j'y allais quoi. Donc j'ai fait pas mal de trucs. J'ai fait du judo, j'ai fait de l'escrime, j'ai fait du basket. Voilà, j'ai fait plusieurs sports comme ça. J'ai jamais été je peux dire très bon, mais enfin, j'y allais pour y aller, quoi. Voilà. Et je me Hmm. souviens même que le judo, à une époque, j'étais arrivé, je sais plus quoi, ceinture marron ou un petit peu avant, je sais plus. Et on m'a dit, bon, bah, pour continuer, il faut faire des compétitions. Donc là, j'ai pris mes deux jambes et je suis parti parce que je voulais pas. Vraiment, je voulais pas. Déjà, j'y allais pour y aller. Alors en plus, il fallait que je fasse des compètes. C'était pas du tout mon truc. Ok, excellent. Donc, comme tu dis, voilà, tu fais du sport comme un peu tous les enfants, mais tu n'avais pas vraiment quelque chose, une étincelle. Il n'y a pas eu un truc où tu t'es dit, waouh, c'est dans ça, absolument que je veux cartonner, quoi. Non, pas du tout. J'ai essayé des trucs parce que sur le moment, ça me plaisait. C'est comme tous les gosses. Il y a un moment, il y a un truc, bah, soit c'est la mode, soit ça t'a attiré un petit peu, du coup, tu vas y aller. Mais finalement, comme tous les enfants, bah, au bout de 3 mois, 4 mois, bah, t'en as marre, en fait. Finalement, tu fais, ouais, bah, c'était sympa, mais est-ce qu'on peut changer?
Excellent, Seb. Et qu'est-ce qui fait que tu vas venir du coup à la musculation? Parce que voilà, il y a j'ai eu plein de personnes qui se sont dit, ben moi, j'ai fait du karaté à 5 ans, voilà, je voulais être Bruce Lee, etc. Et qu'ils ont gardé dans cette vision-là. Tu vois, il y a des personnes comme ça. Et puis il y a des personnes où ça va être un déclic, ça va être quelque chose à un moment donné dans une vie. Qu'est-ce qui a fait que ben, aujourd'hui tu te retrouves là à devenir athlète professionnel? Et Alors, ça passe aussi par énormément de préparation et de ouais. musculation aussi. Donc, qu'est-ce qui a fait où t'en es arrivé là un peu? Alors, c'est un parcours un peu particulier, c'est-à-dire que, bah, comme on vient de le dire, quand j'étais gosse, j'ai fait du sport, mais il y a un moment où je me suis arrêté, quand, bah, voilà, quand j'avais, je sais pas, peut-être 12, 14 ans, j'ai dû arrêter, et même si c'était pas avant, de faire tous ces sports un peu d'enfant. J'ai pas fait spécialement d'activité physique plus que ça pendant plusieurs années. Et, euh, bon, je n'étais pas spécialement un gosse très athlétique non plus. Hein. Je passais plutôt ma vie la tête dans le placard. Et un jour, j'étais en vacances avec ma mère. Et véridique, hein, c'est l'histoire, je suis tombé sur une barre de traction. Mais genre comme ça. Il y avait un endroit dans le petit village où on était en vacances. Il y avait une barre de Hmm. traction. Et je me suis dit, tiens, c'est rigolo. Je sais à peu près comment on s'en sert, ça n'a pas l'air trop compliqué, on va essayer, au moins ça fera passer le temps des vacances, quoi. Donc j'ai fait une traction, c'était déjà pas mal, et en fait je suis revenu tous les jours, tous les après-midi, j'en faisais une, après j'en faisais une et demie, après j'en faisais deux, trois, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et en fait, ça pour le coup, ça m'a plu, pourquoi, je ne sais pas, mais je m'y suis accroché et j'ai continué comme ça. Et en gros, ma remise dans le sport, ça a été du coup ce côté street workout. C'est-à-dire que du poids de corps, dips, traction, pompe, etc. Ce qui fait que bah, dès qu'on est rentré de ses vacances, j'ai acheté la barre de traction que tout le monde avait à l'époque, c'est-à-dire celle que tu visses là et que tu défonces les murs. Donc j'avais ça et ma routine, c'était anarchique, hein, mais c'était tous les matins, je me levais, je faisais 5 séries de 10 à 15 tractions et après je partais à l'école. Je partais au lycée et je faisais ça. Et le soir, je revenais et pareil, avant de me coucher, 5 séries de 10-15 et j'allais me coucher. Et je faisais ça, j'ai fait ça pendant X temps, plus un petit peu en allant le dehors avec, bah, comme je disais, tu vois, les dips, les pompes, machin. J'allais un petit peu courir et tout ça. Et rien qu'en faisant ça, finalement, je me suis fait un physique un peu athlétique. J'ai réussi à me construire un petit peu. Alors bon, bien sûr, il y avait que le haut qui marchait parce que quand tu fais des tractions, des pompes, t'as pas forcément les jambes. Mais voilà, ça a été ma réintroduction dans le sport après plusieurs années de no man's land d'activité physique, quoi. Mais c'est quand même excellent ce que tu as partagé parce que, et tu me donneras ton avis aussi. Mais c'est souvent ça aussi quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de sport ou quoi, etc. Comme on dit, c'est, commence par une pompe. Peut-être tu peux commencer par une pompe. Peut-être une Ouais, pompe, tu vas te dire, ouais, une pompe, je le fais. C'est ridicule. Mais c'est ça. L'objectif, c'est de le faire. Et peut-être ce qui t'a donné envie aussi, c'est de dire, putain, ben, en fait, j'arrive à en faire une, et puis deux, et puis trois. Quelque part, il y a une fierté, tu vois. Tu ouais, dis tous les jours, j'y arrive. ouais, c'est ça. J'en ai fait une, j'ai une et demie, deux, et ainsi de suite. Après, j'arrivais que ouais, 5, 6. Après, j'arrivais à les enchaîner, 10, 15. Et puis, sur les derniers temps où j'en faisais encore pas mal, je faisais des séries, je pouvais faire des séries de 25, tu vois. Après, j'étais bien sûr moins lourd que maintenant à l'époque. Mais voilà, ça a été comme ça. Et après, ce qui m'a amené à la musculation, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que toujours dans le street, j'ai commencé à travailler dans les salles de sport, les salles de muscu. Et du coup, j'ai découvert ce monde et j'ai découvert un petit peu bah, la fonte, les exercices qui allaient avec et tout ça. Mais encore à l'époque, c'était quoi? C'était 2014-2015 et bon, je tâtonnais quoi. C'est-à-dire que bon, alors les haltères, je peux faire ça avec, les barres, je peux faire ça avec, mais il y avait toujours ce côté un petit peu j'en fais, mais c'est pour compléter le street Hmm. et pas cet aspect encore genre full musculation. Et finalement, en faisant de plus en plus, bah, ça a été comme avec le street. Je me suis plus mis à faire de la muscu que du street, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et bah là, j'ai commencé vraiment
à rentrer dans ce monde-là, à voir un petit peu tout ce qu'il y avait autour aussi, c'est-à-dire l'aspect nutrition, etc. Même si c'était encore complètement chaotique parce que je me faisais mes diètes moi-même et c'était vraiment le début, donc j'allais pas très loin. C'est-à-dire que je faisais petit-déj, riz poulet haricots verts, riz poulet haricots verts et c'était tout, quoi. C'était encore très basique, mais j'ai commencé comme ça. Excellent. Donc, comme tu dis, en fait, c'est le fait de. Est-ce que c'est le fait de voir des résultats qui t'a donné aussi envie peut-être de comme tu as commencé un peu l'entraînement dans la rue, les tractions, etc., les pompes, tu as eu des résultats. Et après, quand tu es allé dans la salle de sport, tu as vu aussi des résultats peut-être physiquement. Est-ce que c'est Ouais, ça qui t'a donné envie de pousser la chose? ouais, c'est ça. En fait, j'ai appliqué ce que je faisais au street à ce nouveau monde de la muscu. C'est-à-dire que bah, j'y allais tous les jours, enfin quasiment tous les jours. Je savais ce que je devais faire comme au niveau du volume d'entraînement. Je l'appliquais à chaque fois. J'avais toujours un petit peu cette rigueur. C'est-à-dire que bah, aujourd'hui, je devais faire ça, aujourd'hui, je devais faire ça, je devais faire ça. J'ai eu les résultats comme ça en street. Je me suis dit, bon, la muscu, honnêtement, c'est un autre agrès, mais ça va fonctionner de la même façon. Et du coup, j'ai fait ça, comme je te disais aussi, en appliquant une espèce de diète un peu so-so, tu vois, mais ça passait. Et du coup, j'ai commencé à avoir d'autres résultats. Quand j'étais vraiment sur ma grosse période de street, où j'étais le plus, je vais dire, le plus taillé, entre guillemets, je devais faire genre 64 kilos, au plus bas. Et quand j'ai commencé la muscu, au fur et à mesure, je suis arrivé, j'ai pris assez vite du poids et j'ai dû arriver à 72 kilos en 8-10 mois, quelque chose comme ça. Hmm. Donc après, c'est aussi le fait de s'alimenter un peu plus, parce que même quand j'étais en street, j'avais une diète complètement anarchique. Moi, je mangeais ce qui venait, j'étais encore en pleine croissance, donc tu manges ce que tu veux, ça bouge pas trop. Là, je mangeais déjà un petit peu plus, des quantités un petit peu plus grosses par rapport à ce que j'avais de l'idée de la prise de masse. Et du coup, j'ai pris, ouais, c'est ça, 8-10 kilos en l'espace de 10 mois, quoi, sur les premiers temps. Hmm. Et bah, je me suis dit, ça marche. Allez, on continue. On va voir ce que ça donne, mais on va continuer. Bah, à ce moment-là, il n'y avait pas trop d'histoire encore de vraiment de bodybuilding Ok. ou de compétition. Même, je dirais que pour moi, c'était inconcevable que je monte sur une scène en slip devant tout le monde, tu vois. Ok, c'est magnifique déjà et comme quoi ce que tu dis là en fait c'est super important parce que quand on s'intéresse aussi au comment les habitudes se créent, tu vois, dans le cerveau, dans tout ce qui est connexion neuronale pour créer des nouvelles habitudes, c'est exactement ce que tu es en train de décrire en fait. On commence parce qu'il y a quelque chose qui nous intrigue, Hum, qui nous intéresse, puis finalement on y prend goût, et puis ça nous mène à autre chose, et ça nous mène à autre chose, et cette habitude-là, elle reste en fait. C'est pour ça que un sportif qui a créé ça, cette habitude, que ce soit dans sa vie de tous les jours, après le jour où il arrête, ou dans l'entrepreneuriat, quelque part, je fais souvent ce parallèle, ouais. c'est des gens qui sont très organisés et rigoureux. C'est pour ça que ça fonctionne. Ils ont créé cette discipline-là, c'est beaucoup plus facile. Et du coup, Seb, première question aussi, enfin, deuxième question que je vais te poser par rapport à la salle. Est-ce que tu as changé de salle? Je sais que moi, quand j'ai commencé, j'avais 15 ans, j'étais aussi maigre, et je suis arrivé dans une salle old school un peu, tu sais, où j'ai vu des monstres. Moi, j'étais là avec ma petite barre, 50 kilos, mais ça m'a vraiment donné envie. Et il y avait un véritable amour, tu sais, de la passion. Le gars, c'était un body, même si toi, tu connais rien. Il y a vraiment une culture de ça. Est-ce que toi, tu as commencé dans une salle, comment tu as commencé un petit peu? Bah, pas du tout, parce que j'étais dans une chaîne de salles. Pour ceux qui connaissent, c'est Club Med Gym. Et c'est vraiment la salle où la clientèle est à un niveau quand même aisé, c'est-à-dire que c'est des abonnements à 80, 90, 100 euros par mois. Donc forcément, ça trie déjà pas mal la population. Et du coup, bah, des body, il n'y en avait pas. C'est-à-dire que j'avais monsieur, madame, tout le monde qui en plus faisait 80% du temps des cours collectifs, quoi. Donc, j'avais pas forcément cette culture déjà cette culture bah, du culturisme, hein. On va appeler ça par son nom. Mais j'avais quand même, pour le coup, ce qui m'a vraiment fait progresser assez vite, c'est que j'étais bien entouré. C'est-à-dire Hmm. que mes collègues qui étaient sur place, qui avaient déjà beaucoup plus d'années d'expérience que moi, parce que à cette époque-là, j'avais quoi? J'avais 21, non, un peu plus. J'avais 24 ans, pas plus. Et eux, bah, c'était déjà la trentaine et tout. Donc,
ils avaient déjà de l'avance, bien sûr, sur le métier, sur le sport en lui-même. Et j'ai vraiment été bien entouré dès le début, que ce soit pour tout ce qui est technique, au niveau des mouvements et tout ça, ou tout ce qui était justement en relation à la diète, etc. Mais j'avais pas cette vision du genre, oh, le mec, il est énorme, je vais être comme ça. C'est vraiment, j'ai commencé la musculation genre dans le jardin d'enfants. C'est, oh, il y a des poids, on va s'en servir. Mais on va s'en servir bien, mais j'avais pas encore cette vue du culturisme. Après, je me suis inscrit aussi à la salle qui était en bas de chez moi, où là déjà il y avait un petit peu plus de Golgoth, mais pas tant que ça. C'était pas non plus la foule. Il y avait des gens normaux, mais déjà il y avait un petit peu plus de mecs tankés ou de nanas beaucoup plus fit. Mais j'avais pas encore cette vision du Hmm. culturiste pur. Ok. Ok, Seb. Et qu'est-ce qui fait alors qu'à un moment donné, parce que bon, tu t'entraînes, tu as des résultats, euh, est-ce que tu te souviens un petit peu quand tu as 23-24 ans, dans quel état d'esprit tu es et pourquoi tu continues quand même à t'entraîner? Bah, en fait, je continuais ce que je faisais déjà du street, c'est-à-dire que mon objectif, c'était d'être volumineux, mais pas dans l'excès au départ, genre harmonieux, et aussi j'essayais de rester vraiment sec toute l'année, ce que je faisais Hmm. assez facilement. Et du coup, je continuais. J'essayais de vraiment progresser par rapport à ça, d'amener bah, la meilleure shape possible en essayant d'évoluer le plus possible aussi. Mais voilà, c'était vraiment juste comme je me disais, on peut toujours faire mieux. Du coup, bah, je continue. Je mets tout en place pour que ça fonctionne, dans la mesure de ce que je connaissais. Et voilà. Et je voulais progresser petit à petit, petit à petit, petit à petit. C'est vraiment une histoire de genre, bah, tant que ça avance, on continue, quoi. Hmm. Ok, Seb. Nickel. Et qu'est-ce qui fait que c'est quoi en fait le déclic où à un moment donné tu vas te dire, attends, peut-être il y a quelque chose à faire. Ça a été quoi le déclic qui te dit, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer de faire quelque chose, de vraiment se lancer à fond dans ce monde-là? Bah, on va dire que c'est un peu ce que j'applique à beaucoup de projets, de hobbies et tout que j'ai à droite à gauche. C'est que si je commence quelque chose, j'ai un esprit très compétitif. Et du coup, s'il y a quelque chose dans cette, j'ai plus le mot. Branche. Voilà, dans cette branche que je peux pousser vraiment à un niveau compétitif, et je veux pas dire genre Hmm. j'ai un peu ce côté extrême dans genre bah, j'y vais à fond, bah j'y vais. Et en fait, je connaissais pas du tout, vraiment pas du tout le monde de la compétition, du body, tout ça. Et quand j'ai commencé à chercher justement ce que je pouvais faire de la muscu, en me disant bon, c'est quoi le bout du chemin, ou alors qu'est-ce qui mène plus loin que juste aller à la salle et d'être bien pour toi, quoi. Et ben c'était la scène. Et moi qui voulais pas au départ y aller. Quand j'en ai entendu parler, c'est-à-dire que bah voilà, c'est ok. Donc le bout c'est la compète, mais j'avais quand même une petite réticence. C'est-à-dire que bon, ok, on va peut-être pas y aller tout de suite. C'est pas, je me sens pas forcément très à Hmm. l'aise. Je sais pas, est-ce que vraiment j'ai le niveau, quoi que ce soit, sachant que je suis dans cet esprit compétitif que j'ai. C'est si j'y vais, c'est pas Hmm. et des perles, quoi. Donc voilà, au début c'était ok, je vois l'idée, mais non. Et un jour je me suis dit, bon, ça suffit, hein, on y va. Je vais pas à la salle que pour moi. J'ai envie d'y aller et de pousser le truc jusqu'au bout, quoi. Et je me suis fixé l'objectif donc de faire une compétition. La première année où je me suis dit ça, comme j'y connaissais pas grand chose du coup à cette branche de la musculation, je me suis dit, bah, je vais me préparer tout seul. Je ne savais pas du tout ce que ça allait emmener. Donc, j'ai essayé. Ça n'a pas marché. C'est-à-dire que bah, je me suis pas inscrit non plus à une compétition. J'ai essayé d'avancer et finalement, j'ai lâché l'affaire assez vite parce que bah, j'avais pas ce que je voulais et je comprenais pas trop non plus. Euh,
les mécanismes à ce moment-là du corps vraiment pour avoir une shape compétitive. Donc ça, c'était 2018, je crois, oui, quelque chose comme ça. Et donc j'ai fait une pause à ce moment-là. C'était un peu le moment plateau où tu te dis, bon, bah, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je fais? Tu continues quand même à aller à la salle, mais tu as un peu moins de motive. Hmm. Et à un moment, je me suis remis un coup de pied au cul et j'ai dit, bon, je vais y aller, mais là, ok, j'ai compris comment ça fonctionnait, je vois l'idée, je comprends ce qu'il faut, ce que ça demande, ce qu'il faut, et j'ai pris un préparateur. Voilà. Là, on est en 2019 et j'ai pris un préparateur qui a été Mousse Bella, que j'ai eu sur l'année 2019 et 2020. Et, voilà. Et c'est lui donc qui m'a emmené à ma première compétition en novembre 2019. Excellent, excellent. On va revenir sur ça, Seb, c'est très intéressant. Et juste, petite parenthèse, quand tu te lances, donc j'imagine tu regardes un peu tout ce qui se fait, body, classique, SVB, peut-être tu découvres ça ou ça, je sais pas. Oui, Mais est-ce que tu... j'ai Ouais, découvert les catégories aussi. C'est-à-dire que au début, pour moi, il y avait deux catés, ce qui est pas faux en même temps. Il y avait en gros men's physique et body. Et en hmm, fait, si je me souviens bien, la catégorie classique physique, elle a dû être créée en 2017, quelque chose comme ça. Ouais, 2017 ou 2018. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où moi, je me suis lancé, vraiment, la catégorie, elle existait déjà. Et je suis tombé dessus et j'ai dit, ah voilà, c'est ça que je veux faire. C'est cette caté-là. Moi, men's physique, c'était pas mon truc. Le coup du short, je me suis dit, bon, c'est ça. Tu te dis, bon, si j'y vais, autant tout montrer. Voilà, c'est bon. Dans mon esprit, c'était ça. Mais body, j'étais quand même conscient que c'était déjà une structure hmm, particulière. C'est-à-dire que je suis pas non plus très grand, mais je fais 1m79, 1m80. Donc déjà, c'est grand. Et il faut vraiment avoir une ossature et déjà une base qui est énorme pour ma. hmm, Et au-delà du fait que le classique, c'était vraiment ce qui me plaisait, je sentais que mon physique, par rapport à ma morphologie, c'était là qu'elle devait aller. Donc voilà, j'ai trouvé la catégorie classique et j'ai fait, allez, c'est ça que je veux faire. Je me prends un préparateur. Je me suis renseigné un petit peu à droite à gauche. Je me dis, ouais, vous connaissez quelqu'un. Et j'ai un de mes meilleurs potes qui m'a fait rencontrer donc Mousse. Et il m'a dit, bah voilà, si tu veux faire ta compétition, tu vas le voir, tu lui demandes et tu te lances quoi. Et du coup, bah, on s'est parlé 5 minutes et on a enclenché le truc. excellent. Donc quelque part, tu te fais confiance, que tu te dis, bon, mais tu prends connaissance des différentes catégories, tu te dis, ça me parle, je me fais confiance, j'y vais. Bah, Et ouais. me faire confiance, je sais pas, mais en tout cas, je me suis dit, voilà, l'objectif c'est ça. Quoi qu'il arrive, quel qu'en soit le coup entre guillemets, je vais aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que bah, je sais très bien que voilà, bah, ça va être diète stricte, ça va être les entraînements, ça va être le cardio, le repos, enfin tout ce qui fait tout ce qui fait vraiment le bodybuilding compétitif. Et bah, je me suis pas posé de questions. J'ai dit bah ok, le cahier des charges c'est ça. J'ai coché toutes les cases et j'ai dit go. Il n'y a pas de. Hmm. Excellent. C'est quoi qui t'attire au début? C'est un défi personnel? C'est une structure? C'est un corps? C'est quoi qui t'attire? Ouais, c'est ça, c'est un défi. Puis aussi, ouais, le physique auquel ça aboutit, ça me plaisait aussi. C'était vraiment comme le street, ça faisait longtemps que j'avais Hmm. lâché l'affaire. Je savais qu'il fallait que bah, du coup pour le body, vraiment être harmonieux, il faut un physique complet. Et sur une compétition, encore plus en classique où il y a vraiment une histoire de ligne et d'harmonie générale. Hmm. Et j'ai dit, ok, voilà, c'est exactement ça. Ça, c'est mon nouvel objectif. C'est ce que j'aime dans le physique et c'est ce que je veux. Du coup, on est parti. Yes. Donc là, tu débutes ta préparation quand pour en arriver. J'ai dû commencer en ouais, ça, mars 2019, quelque chose comme ça, pour une compétition, pour une première compétition. 10 mois après, c'était fin novembre. Mars, avril. Waouh. Donc là, il y a eu du taf quand même. Non, Il pour y a- faire la il y a- première. Ouais, il y a eu pas mal de taf parce que autant c'est les années de musculation précédentes m'avaient quand même apporté pas mal de choses. Moi, j'avais commencé à avoir des jambes, à être un petit peu plus galbé que mon physique de street, mais il y avait quand même du taf. C'est-à-dire que pour avoir vraiment un physique compétitif, il a fallu mettre les bouchées doubles, surtout sur une période de temps
qui était assez courte finalement. Hmm. C'était vraiment ma première prise de masse et c'était vraiment ma première sèche. Donc, tout se jouait sur un laps de temps assez court. Mais comme je dis, bah voilà, on m'a donné le cahier des charges et j'ai coché toutes les cases, quoi. Excellent. Comment ça se passe? Tu fais quoi? 5 mois de prise de masse, 5 mois de sèche? Et Donc, comment après ça, j'ai dû commencer là, c'est septembre, octobre, novembre. Moi, j'ai dû faire 12 semaines de sèche. C'est ça. Hmm. On a dû commencer fin août, début septembre pour une échéance le 27 novembre, si je me souviens bien, c'était ça. Et on a fait mars, avril, mai, juin, juillet, un petit morceau de août. Ouais, donc c'est ça, 5 mois et demi de prise de masse, à peu près. Hmm. Ok, excellent. Et comment ça se passe du coup ta première compétition? Et une fois que tu as fait cette compétition, qu'est-ce que tu te dis par rapport à ça? Alors, ma première compétition, elle s'est bien passée. J'étais très étonné. Enfin, j'avais fait le taf, donc de toute manière, moi, quel que soit le résultat, j'aurais été content parce que je l'aurais fait. Hmm. Et finalement, j'arrive deuxième dans ma classe, donc dans ma classe de taille. Et franchement, j'étais surpris parce que je me suis dit, waouh, j'ai quand même réussi à faire ça. Et ça m'a, mais genre, surmotivé. Je suis descendu de scène, j'ai dit, oh, quand est-ce qu'on y retourne? Là, c'est quand? On y va, là. Donc, ouais, ça m'a vraiment. C'était le process, tout le process a vraiment été, je vais pas dire agréable, mais j'ai vraiment kiffé toute la période, que ce soit la prise de masse, c'était la première. Hmm. Problème, il y a eu des moments durs où Bien sûr. où je me souviens que genre, je disais, j'avais du mal devant mes assiettes, c'est-à-dire 6 repas par jour. À un moment, j'étais à des quantités aberrantes parce que justement, il fallait vraiment faire de la viande, de la viande, de la viande. Et puis après, c'était la méthode de mon préparateur à ce moment-là. Et je me retrouvais devant mon bol et j'étais là, je fais, bon, ok, ça va être compliqué, mais dans mon esprit complètement taré, j'ai dit, bah, je préfère le manger et être malade que du coup ne pas le manger et pas respecter le process. Tellement j'étais matrixé. Et voilà, après la sèche, pareil, ça s'est plutôt bien passé. Je voyais ça, je vais pas dire plus dur, mais je savais que je pouvais l'encaisser. Et effectivement, ça a été, quand c'est bien fait, normalement, tu souffres, mais tu sais pourquoi Hmm. tu souffres. C'est pas là, t'es pas là de taper la tête contre les murs. C'est dur, mais tu sais pourquoi c'est dur. Et le fait de voir ton physique évoluer de jour en jour, Hmm. ça te verrouille et ça te motive, quoi. Exactement. Et c'est vrai que moi j'ai lancé. À quelle compétition t'es allé? Ta première, c'était où? C'était à Amsterdam. Amsterdam. Ouais, Et à l'époque en France, il y avait pas encore le système des régionaux qu'il y a maintenant. Du coup, on pouvait aller directement en inter. excellent. Mais c'est vrai que pour ceux qui ont fait ou qui ont un projet, souvent on se dit ouais la prise de masse ça va être facile. C'est pas, enfin, je veux Non, dire c'est pas facile. c'est pas. Bouffer, franchement, c'est compliqué. Moi il y a D'ailleurs, quelques années. il y a une Ouais. question, elle demande est-ce que la prise de masse est obligatoire pour prendre du muscle? Bah, la réponse est dans la question finalement. Une prise de masse, c'est fait pour prendre du muscle et un surplus calorique, comme tu le dis dans ta question, c'est le principe de la prise de masse. C'est-à-dire que Hmm. tu appliques un surplus calorique et la prise de masse, bah, c'est juste le process en fait. Exactement. Et c'est justement, ben, super question, merci d'avoir répondu. Mais c'est tout à fait ça. C'est en fonction de ce que tu as besoin. Et c'est vrai que voilà, tout dépend les méthodes, etc. Mais dans tous les cas, il va falloir manger. Il va Ouais, falloir manger. Et ça, parfois, c'est pas facile. Je me ouais. rappelle, moi, il y a 3 4 ans, j'ai lancé, on m'a lancé un défi aussi. On m'a dit jamais tu feras la compétition, etc. Naturellement, c'est pas possible. Des bébés. J'ai dit, bon, écoute, j'aime les défis, je vais essayer. On y Et va. puis quand même, et puis je me suis pointé, et puis en 6 mois, ben, je suis arrivé en finale. Mais après, je me suis fait déclasser parce que bien évidemment, mais c'est possible. Et Ouais. tout ça pour dire que, voilà, comme toi t'as fait, il faut pas hésiter. Si t'as vraiment un truc en tête, tu y vas et tu le fais. Comment ça se passe du coup après, quand tu redescends, donc t'es à fond, et là, est-ce que tu te dis, ben, j'ai quelque chose à faire dans ça, j'ai envie de pousser, pourquoi pas aller chercher maintenant quelque chose pro? Comment ça se passe la suite? Effectivement, je me dis qu'en arrivant deuxième sur une première compétition, après, parfois, ça veut tout dire et rien dire. Mais je me suis dit, allez, ça me motive. J'ai aimé tout le process, que ce soit dans la prise ou dans la perte de poids. Euh, donc, j'ai aimé ce que j'ai fait.
le résultat a été plus, mais vraiment plus que satisfaisant Hmm. pour une première. Donc, je vais garder ça et je vais continuer. Je vais pousser le truc. Je savais déjà quels étaient les enjeux qu'on allait chercher sur cette compétition. Donc, déjà, la carte pro, j'avais un petit peu déjà l'idée de ce que c'était. Donc, je me suis dit, OK, donc le sésame, c'est ça. Et pour l'avoir, bah, faut juste continuer et progresser et toujours amener un physique de mieux en mieux. Donc, après cette compétition-là, on en a fait une autre derrière. Malheureusement, ça s'est pas très bien passé parce que mon corps était trop fatigué. Du coup, il a pas répondu du tout à la diète derrière. Donc, je suis arrivé vraiment pas en shape. Donc là, c'était une petite déception, enfin, une bonne déception par rapport à la bonne place que j'avais fait avant. Mais je me suis dit, ouais, c'est pas grave. Mon corps, il a lâché. Ça arrive. C'est les premières. Il y a des réglages à faire. Il y a encore des choses qu'on connaît pas forcément sur mon métabolisme, sur ma physiologie, etc. On peut pas tout savoir du premier coup. Donc, ça a été un échec, mais un échec qui m'a emmené plus loin en me disant, voilà, c'est exactement ce qu'il faut pas faire. On le refera pas sur les prochaines. On avance. Hmm. Donc voilà, une deuxième compétition qui s'est pas très bien passée. Et puis après, bah, on a pris le Covid dans la face, quoi. Et excellent. Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce que tu dis? Tu te dis, bon, mais c'est un coup dur, on va s'entraîner, t'as pu continuer à t'entraîner. Comment ça se passait du coup? Alors, pendant le Covid, ça a été particulier, c'est-à-dire que je dormais à la salle. C'est une vraie histoire. J'avais un matelas gonflable dans la salle de Courco. Donc je dormais dans la salle. Et du coup, bah, j'étais avec mon préparateur à ce moment-là. Du moment où on a commencé ensemble, en fait, il y a une vraie alchimie. Et finalement, Hmm. on avait plus ce rapport de coach-élève. Et on était potes et on a pas mal bossé ensemble. Donc bah, j'étais avec lui à la salle. Et on dormait sur place, quoi. On était des pareils, quoi. Et voilà. Donc on a pu se préparer quand même. On avait en tête de refaire une compétition en 2019, non 2020 du coup, 2020, et de se dire bon voilà, on choisit une date, on a la chance de pouvoir s'entraîner, de pouvoir avoir un environnement où on peut être tranquille pour mener à bien la préparation, et on l'a fait en appliquant d'autres méthodes que ce qu'on avait fait avant. Et ça a amené à une compétition donc, qui était quasiment un an après la première que j'avais faite, Hmm. qui était au Portugal, sur laquelle ça s'est pas bien passé du tout. Voilà, on avait appliqué une autre méthode et effectivement, bah, on a essayé. Il y avait une chance sur deux que ça fonctionne et on est tombé dans dans le pourcentage où ça fonctionnait pas. Donc là, c'était une troisième compétition qui s'était mal passée. Pareil, j'ai fait dernier de ma catégorie. Ça arrive. J'étais déçu. Là, pour le coup, ça a été avec l'année qu'on venait de vivre, etc. C'était vraiment compliqué. Hmm. Ça a vraiment été un coup. Après, je me suis dit, bon, c'est pas grave. C'est le Covid. On va prendre une petite pause. On va souffler un peu et on verra quand ça ira mieux. Et voilà, là, on est donc fin 2020 et après, il y a eu déconfinement, reconfinement, mais on a fait avec. Yes. Et on va revenir sur la suite hein, de ce que ton histoire. Je vois qu'il y a une petite question. Ok, merci. Donc, un 400 ou 500 calories en plus sur ma diète de maintenance de 2200 calories suffit. Bah après, je te laisserai répondre, hein, mais tout dépend de toi, qui Tout tu es, ce que dépend. tu fais chaque. Voilà, C'est ça. je peux pas te dire oui ou non parce que du coup, il y a plein de variables que je connais pas Hmm. par rapport à ce que tu fais. Quel est ton métabolisme de base, quels sont tes entraînements, quelle est ta diète dans l'ensemble. Euh, voilà, c'est-à-dire que là, le surplus que tu donnes, je peux te dire oui, non, peut-être, ça va peut-être fonctionner, ça peut Hmm. fonctionner. Malheureusement, c'est propre à chacun et il y a trop d'éléments inconnus pour que je puisse te donner une réponse claire. Je suis désolé. Hmm. Ouais, c'est sûr, c'est bien évident. Et pour faire quelque chose de propre, il faut, voilà, on peut faire seul, mais il faut avoir la connaissance, ou sinon se faire accompagner. Après, c'est sûr qu'amener un surplus de calories, c'est toujours mieux, mais il faut le répartir aussi en protéines, en glucides, en lipides. Ouais, faut que Et tout soit. voilà, il faut que ça soit quelque chose d'assez personnalisé. Donc c'est sûr que ben là, en direct comme ça, tu peux pas faire un plan. Voilà, Mais surtout si tu que as une question, n'hésite pas. Tu peux, voilà, vous pouvez vous abonner au compte de Seb, lui poser des questions. Avec grand plaisir, il vous répondra. pas de Il n'y a souci, pas de souci. pas de souci.
Et du coup, Seb, comment ça se passe la suite? Parce que bon, un premier moment, un premier quelque part, ta première compète, c'est le feu. Un deuxième, un petit coup dur. Un troisième coup dur. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que aussi, c'est beaucoup d'investissement, de temps, d'énergie, d'argent aussi, parce que se préparer, ça coûte beaucoup d'argent. Ouais, Dans la bouffe, etc., c'est un truc de fou. le tout confondu, ouais, c'est Exactement. vraiment des. Et, euh, et là, tu te dis, OK, tu dis, bon, mais on continue. L'objectif, c'est quoi? C'est d'aller chercher la carte pro? Ou est-ce qu'à un moment donné, t'as un petit doute par rapport à tout ça? Bah, j'ai eu un petit doute. Honnêtement, je le dis, j'ai failli lâcher l'affaire un moment en me disant, ouais, est-ce que je fais vraiment quelque chose? Est-ce que vraiment cette carte pro est nécessaire par rapport à tout ce que je fais déjà? Tu vois, le coaching était en place, enfin, voilà, j'avais une situation agréable de vie. Je me suis dit, bon, est-ce que je vais continuer à me fatiguer à faire ça, même si j'aime ce process, mais est-ce que ça va mener quelque part? Donc j'ai eu un petit coup de mou pendant un moment, honnêtement. Et, et finalement, c'est comme les autres fois, c'est-à-dire que je me suis levé un matin en me disant, ouais, c'est bon, arrête de déconner, quoi. C'est genre, c'est pas parce que t'as échoué une fois ou deux que faut s'arrêter là, quoi. Le but, c'est pas de compter le nombre de fois où on est tombé, mais plutôt de compter le nombre de fois où on s'est relevé. Et bah, une fois de plus, j'ai relevé la tête et je me suis dit, bon, on y retourne, on refait la même chose qu'avant, c'est-à-dire il y a un cahier des charges et on va cocher toutes les cases. Et bah, si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, ça passe pas. Mais comme d'habitude, j'aurais fait tout ce qu'il faut. Donc je pourrais pas m'en Hmm. vouloir. Je serais probablement déçu si l'issue est pas favorable, mais je saurais au fond de moi que c'est pas grave. J'aurais donné 110% pour y arriver. Donc voilà, il y a cette période de mou, il y a cette période où je me relance et à ce moment-là, donc 2020, 2020, fin 2020, je change de préparateur. Pas pour des mauvaises raisons, c'est-à-dire qu'on est avec Mousse, on est toujours en bon terme. C'est juste que lui a pris un chemin Hmm. différent en partant à l'étranger pour un autre boulot. Et du coup, bah, voilà, je lui ai dit, bon, t'es à l'étranger, je te laisse faire ton business. Moi, j'aimerais bien continuer sur ma lancée. Donc, voilà, je te dis, je vais prendre quelqu'un d'autre. Il m'a dit, OK, pas de souci. Et du coup, j'ai changé de préparateur et j'ai pris Chris Aceto, pour ceux qui connaissent peut-être, qui est un préparateur américain qui a à son actif beaucoup de cartes pro, beaucoup de pros qui ont gagné des shows pro et notamment plusieurs Mister Olympia aussi à son actif. Donc je le connaissais déjà de nom euh, et quand je me suis dit bah, si je change de préparateur, c'est vraiment pour prendre je veux dire un cador. Donc Hmm. je connais, lui je le connaissais de nom, de comment t'appelles ça, De renommée. de renommée, voilà, je savais déjà, je connaissais ces athlètes, je savais ce qu'ils avaient fait, leur palmarès, etc., etc. Et bon, j'ai dit voilà, je vais prendre lui, on va voir comment ça se passe. Et en fait, on s'est entendu tout de suite sur la méthode parce qu'il a une méthode de fonctionnement, je ne vais pas dire à l'ancienne, mais très brute. C'est-à-dire, il y a pas de fioriture, il n'y a rien. C'est de la bouffe brute. Il y a pas de Hmm. truc extravagant. Voilà, c'est du poulet, du riz, des patates, des flocons d'avoine. Enfin, Simple. voilà, Ouais. c'est simple. C'est des aliments de base. Mais par contre, lui, là où il est très fort, c'est que tout est millimétré et c'est chirurgical. C'est vraiment chirurgical. Ce que je dis souvent quand on me demande comment ça se passe avec lui, c'est que bah, je fais mes bilans et parfois je peux changer de diète, mais 3 fois dans la semaine. Ça peut paraître un peu extravagant, mais finalement, en fait, il sait pourquoi il le fait et tout est timé, Hmm. tout est timé au poil, quoi. Et voilà. Et donc, on a fonctionné comme ça, on s'est très bien entendu et l'issue a été que 10 mois plus tard, j'ai réussi à obtenir ma carte pro, quoi. Wow. Incroyable. Et incroyable. Et justement, par rapport à ça, c'est super important et c'est aussi ce qui intéresse les gens par rapport à ton parcours, parce que bon, ben, les gens qui font du sport, ils comprennent qu'il y a un processus. Pour arriver à un point B, il y a un processus. Pour arriver à un autre point, il y a un processus. Et
aujourd'hui, toi, justement, avec ton expérience de sportif de haut niveau, ben, ça fait depuis quand même 2014 où tu t'envoies. Euh, Si tu avais trois conseils que tu aimerais partager à des gens qui regardent maintenant ou en replay cette interview pour justement les aider à atteindre leur objectif, comme toi, à un moment donné, ben, tu as atteint un palier, puis tu as pu être bloqué pour X raisons, et puis tu as re-atteint un palier. Si tu avais trois conseils justement pour aider des sportifs qui nous regardent à franchir un cap à un moment donné, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Alors, le premier conseil que je pourrais donner, et c'est quelque chose que je dis souvent, et c'est une chance que j'ai eue, c'est d'être bien entouré au départ, comme je disais, quand je travaillais en salle, par mes collègues qui m'ont vraiment apporté leur connaissance et leur savoir à ce moment-là. Et du coup, mon conseil, c'est de ne pas hésiter à se faire accompagner, que ce soit amicalement par Hmm. des coachs qu'on connaît ou comme ça, ou alors prendre un coach ou un préparateur. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider à passer vraiment un palier et un cap. Et même sans forcément parler de plateau pour franchir une étape, ça va permettre de bien commencer pour les débutants aussi. C'est-à-dire Hmm. de pas perdre des années. Moi, justement, la chance que j'ai eue, c'est que je pense que j'ai économisé au moins 2-3 ans 2-3 ans de perte de temps en ayant justement cet entourage. Et Hmm. en dur, bah voilà, comme je disais, j'ai essayé de me préparer tout seul quand j'ai voulu faire de la compétition. Bah, j'ai perdu un an tout seul finalement. Alors que si j'avais pris un préparateur dès le début, j'aurais pas perdu cette année. Donc, le premier conseil que je peux donner, c'est vraiment de ne pas hésiter à demander conseil et à se faire accompagner Hmm. par des gens. Je parle bien sûr de coaching, que ce soit donc les entraînements ou la diète, ou aussi dans un autre cas qui est le mien, par les cours de posing que je fais. Il y a beaucoup d'athlètes en France qui ne savent pas poser et qui soit n'osent pas demander, soit par orgueil ne le font pas. L'orgueil, c'est la pire des choses. C'est vraiment l'ego, l'orgueil, faut oublier. C'est-à-dire qu'il y a des gens dont c'est le métier, euh, ils ont tous leurs méthodes. Il y a des méthodes qui vont fonctionner ou non, mais ça, c'est une autre histoire. Mais il y a des gens qui sont faits pour accompagner d'autres personnes et c'est vraiment important. En tant qu'athlète, même pro, moi, je suis accompagné par un préparateur et tous les pros, tous les athlètes, tous les professionnels sont accompagnés par des préparateurs. Si eux, ils sont accompagnés, alors toi, quand tu es débutant ou intermédiaire, pourquoi tu ne te ferais pas accompagner? Ça, c'est le premier conseil que je peux donner. Le deuxième conseil, c'est de se dire que quel que soit le chemin à parcourir, là d'où l'on vient, ça n'a pas d'importance. Même si c'est long. Hmm. Si on se donne les moyens de le faire, on arrivera à ce qu'on veut. Peu importe le temps que ça va prendre, si on se donne à 100, 110%, 200%, tant qu'on se donne les moyens réussir quelque chose, on y arrivera. J'ai mis plusieurs années. Parfois, il y a des personnes qui réussissent dès la première année. Tant mieux pour eux, c'est qu'ils avaient vraiment ce qu'il fallait. Mais le but, c'est de ne pas lâcher. Voilà. Peu importe d'où on vient, ce qui compte, c'est la destination. Donc, Hmm. faut vraiment pas lâcher et toujours se dire qu'on peut toujours faire mieux. Mais que pour faire mieux, il faudra vraiment s'en donner les moyens. Donc ça, c'est le deuxième conseil que je peux donner. Ensuite, le troisième conseil, euh, respectez votre diète. Fuck! Non, Ah, mais ça, alors ça, Seb, je vais te laisser étayer, mais c'est un super conseil, un super point et de ton expérience aussi. Moi, je sais quand j'avais fait la diète pour me présenter, c'est vrai que j'avais vraiment respecté. Et aussi, tu vois, ça a donné des résultats, parce que j'avais perdu 14 kilos quand même, naturellement, en 3 mois. Donc, quand même, ça avait donné des résultats. Mais, tu vois, il y a eu des fois où ça peut être très dur. Et d'autres personnes, tu vois, qui, un peu comme toi, ont fait des compétitions, qui sont pros, etc., te disent aussi à un moment donné, si tu sens que, ben, il te faut manger cette pizza ou ce burger ou quoi, même si t'es en sèche, et que ça peut te redonner justement ce truc de continuer, c'est bien. mm. Alors, est-ce que respecter la diète, c'est respecter les calories ou est-ce que justement il y a comment tu vois la chose toi aujourd'hui avec j'ai pas t'as eu plusieurs préparateurs, est-ce que des Ouais, fois c'est bien de réinsérer un peu de calories pour faire partir le métabolisme bah, ou est-ce que ouais, dépend.
Ça va dépendre de chacun. Effectivement, les recharges, comme on les appelle, c'est bien sûr nécessaire dans plein de cas. Après, il y a des gens qui vont en avoir besoin plus que d'autres. Il y a des gens qui vont pas en avoir besoin du tout. Ou alors pour qui, sans parler de besoin, pour qui ça va être vraiment pas à faire parce qu'ils ont déjà un métabolisme Ouais, qui est ouais. lent un petit peu. Ça va vraiment être au cas par cas. Mais blague à part, quand je dis voilà, respecter la diète, c'est aussi Hmm. respecter le process. C'est-à-dire vraiment faire confiance au processus entier. C'est-à-dire qu'une préparation, pour le cas extrême, où vraiment quand on veut faire de la musculation juste par passion et essayer d'avoir vraiment un body qui nous plaît avec les progrès qu'on veut faire, avoir une shape harmonieuse, etc. C'est un ensemble de variables qu'il faut absolument maîtriser. Et si chaque variable est maîtrisée, c'est là qu'on fait le plus de progrès. C'est-à-dire que Ouais. effectivement, il va y avoir la diète, il va y avoir l'entraînement aussi, il va y avoir le sommeil, il va y avoir la récupération en général, la micronutrition aussi, c'est super important. Et en fait, il faut pouvoir gérer toutes ces variables. S'il y a une variable qui déconne, ça va forcément freiner le processus. Alors après, évidemment, le plus important, ça va être vraiment l'entraînement et la diète. Et parfois, on néglige plus l'un que l'autre en se disant, bah voilà, je vais m'entraîner plus fort, du coup, je peux y aller un peu moins sur la diète. Et il y a le cas inverse où, bah voilà, les gens respectent la diète à fond, mais ils s'entraînent pas de manière intensive. Du coup, bah, les résultats Hmm. sont pas en adéquation avec ce qu'ils voudraient. Donc, vraiment respecter et croire vraiment au process en lui-même, c'est-à-dire en checkant toutes les variables et en les maîtrisant. Avoir, voilà, c'est un bon entraînement, une bonne intensité à la salle, respecter sa diète, avoir une diète calibrée par rapport à soi. C'est-à-dire qu'on ne prend pas la diète Hmm. du voisin, ça sert à rien. On ne prend pas la diète qu'on a vue sur Internet, on ne prend pas la diète de Johnny sur YouTube. C'est sa diète à lui, c'est pas la vôtre. Donc, par chance, ça peut fonctionner. Vous avez peut-être le même métabolisme que lui, mais dans 9 cas sur 10, Hmm. ça aura pas les mêmes effets. Donc voilà, l'entraînement, la diète, le repos, et on recommence. Excellent, excellent. Et comme tu dis, c'est si on fait quelque chose, si on décide de se lancer dans quelque chose, autant tout mettre. Ouais, Sinon, ça sert à rien. On optimise tout et petit à petit on s'améliore. exactement. Excellent, excellent. Ça, franchement, c'est très, très enrichissant. Il y a eu plein de commentaires aussi. Merci pour ça. Plein de commentaires pour toi aussi. Vraiment top. Merci à vous, les amis, ceux qui passent par là. Euh, pour pas te prendre trop de temps, Seb, comment ça se passe le jour où tu obtiens ta carte professionnelle? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Oh, bon, mais tu l'as dit. Qu'est-ce qui se passe pour toi dans ta tête, peut-être même dans ta vie? Qu'est-ce que tu te dis pour la suite, etc. Eh ben, dans ma tête, sur le moment, j'avoue que bah, j'ai pas trop réalisé. C'est-à-dire que je me suis dit, waouh, genre, je l'ai vraiment fait. Le premier truc que j'ai fait, bah, j'ai pleuré comme une madeleine avec ma femme et ma mère, t'as vu? Un peu, j'ai mis peut-être 2 semaines à réaliser vraiment ce qui s'était passé. En me disant waouh, bah voilà, là ma carte elle est, elle est juste au-dessus là sur une étagère. Je la regardais, je fais waouh, elle est vraiment à la maison, je l'ai vraiment fait. Après, c'est vraiment faut quand même garder les pieds sur terre. Pour l'instant, la carte pro c'est juste un carton, Hmm. statut certes, mais être pro, c'est justement c'est plus qu'un statut, c'est aussi un état d'esprit, c'est-à-dire que du moment qu'on a cette carte, du moment qu'on a atteint ce palier, la seule chose que ça veut dire, c'est qu'il va falloir encore plus en donner, avoir encore plus de rigueur, même si on était déjà à 100%. Là, il va falloir du 2000%. Donc, ça va être juste le même schéma en plus intense et que bah faut pouvoir tenir la distance. Il y a beaucoup de personnes qui, après l'obtention de cette carte pro, s'arrêtent. Même s'ils tentent une fois les shows pro, ils se disent ouais, ok, c'est à des années-lumière de ce que du cercle amateur, et c'est le cas. C'est-à-dire que vraiment la différence entre le cercle amateur et le cercle professionnel, c'est un océan. Il y a une différence de niveau entre les deux. Donc, j'ai eu cette carte, j'étais très content de ce que j'avais fait, j'étais vraiment content de ce que j'avais accompli sur cette année, grâce au travail que j'ai fourni, mais surtout grâce à mon entourage qui a beaucoup été là pour me soutenir, etc. Mais je savais que dès lors que j'obtenais cette carte,
c'était le début d'une autre aventure encore plus dure, entre guillemets, que ce que je venais de faire. Et voilà, maintenant, c'était la scène pro et c'était un challenge supérieur, quoi. Après, la carte pro, comme je dis, c'est juste un statut. Dans ma vie, ça n'a rien changé de manière directe. Effectivement, ça ramène un peu plus de notoriété, ça ramène un peu plus de visibilité, faut pas se mentir. Donc ça me ramène effectivement du coaching, ça me ramène des cours de posing, ça me ramène également des contrats que j'ai pu signer juste après l'obtention. J'ai un contrat d'ailleurs avec la marque de complément Iron Shark. J'ai également un contrat avec un manager qui s'occupe de toute la logistique pour mes compétitions, etc. Voilà, mais à part ça, mon train de vie n'a pas changé, c'est toujours le même. C'est-à-dire que je me lève le matin, je prends mon petit-déj, je m'occupe de mes clients, je vais m'entraîner, je prends tous mes repas de la journée, je vais me coucher et on recommence. Ça n'a rien changé. Ça m'a juste dit, maintenant, ça va être plus dur. Va falloir y aller. Excellent, Seb. Ben, écoute, félicitations à toi et j'aime beaucoup ta simplicité aussi, ton humilité. Et encore une fois, quel que soit quel que soit le statut dans la vie, que tu sois sportif de haut niveau ou pas, pour moi, ce qui est important, c'est rester humain. Parce que c'est très bien d'être comme ça, de vivre de tout ça. Oui, vas-y, j'arrive, 2 minutes. Mais il faut que ça reste un plaisir aussi. Il faut Ouais, prendre ce plaisir aussi dans ça. Et puis demain, ça peut s'arrêter. Et c'est on ne ça, sait pas. demain, ça peut s'arrêter. Bon, j'espère que demain, ça va pas s'arrêter, honnêtement. Bien sûr. Mais, mais après, oui, voilà, il faut aimer ce qu'on fait. Moi, j'aime ce que je fais. Il y a des gens qui me disent, ouais, bah, ça n'a pas l'air très drôle comme vie quand même. Bah, peut-être que c'est pas une vie pour toi. Mais en attendant, voilà, moi, je me lève à 5 heures du matin. Je me couche entre 21 h et 22 h, pas plus, parce que j'ai toujours mon rythme, etc. Je sors pas plus que ça, parce que déjà, j'aime pas trop ça de base. On va dire que ça m'arrangeait. Mais voilà, c'est-à-dire que c'est un process dans lequel je me plais. Par chance, j'ai ma femme qui fait la même chose. Du coup, bah, on a une vie très saine et sur laquelle on fait la même chose. D'ailleurs, elle concourt dans pas longtemps. Donc voilà, effectivement, c'est pas forcément une vie qui est adaptée à tout le monde, que tout le monde peut encaisser. Mais du moment c'est une vie dans laquelle on se plaît, il n'y a pas de problème. Et d'autres personnes se plaisent dans leur vie et tant mieux pour eux. Chacun a sa vision de la vie. Moi, la mienne, c'est celle-ci. Et j'en suis très content. Excellent. Excellent, Seb. Écoute, merci vraiment pour tout ce que tu as partagé. C'était un super direct, quasiment 1 heure ensemble. Et je suis resté encore 1 heure en plus. Ah Mais ouais, vraiment, t'es un gars comme ça. merci Et j'aime beaucoup. beaucoup. Dans tous les cas, les gens qui viennent dans cette tournée, il y en a eu des centaines. C'est que des gens simples et très content d'avoir entendu ton histoire, tout ce que tu as partagé avec simplicité, humilité. Et c'est ce que ça amène aussi aujourd'hui, les réseaux. Il y a de tout, mais ça amène aussi une proximité qui peut être intéressante et ne pas hésiter s'il y a des gens qui regardent ce live maintenant en replay sur YouTube. Je mettrai bien évidemment le compte à Seb. Vous pouvez suivre tout ce qu'il fait, etc. Poser des questions et ça mène ça, en fait. Ça mène cet entourage. C'est-à-dire, comme tu disais, tu peux être n'importe où. Tu peux commencer. Aujourd'hui, tu as la possibilité d'envoyer un message à quelqu'un qui va peut-être te répondre et de faire un contact et peut-être un appel. Et C'est que ça, ça peut amener autre chose. Et ça, il y a 50 ans, on va dire, c'était différent, tu vois. bah, Il fallait te déplacer, il fallait te déplacer. c'est ça. Aujourd'hui, on a la possibilité d'être entouré, d'avoir des mentors, des coachs, des gens qui nous inspirent gratuitement, tu vois. Ça, c'est énorme. Ouais, bah, tu vois, petite anecdote, tu vois, pour terminer. À la base, je suis un gros gamer, je suis un gros geek, tu vois. Et en fait, vraiment, ce qui m'a mis dans la musculation, ce qui m'a vraiment fait passer du côté bodybuilding, c'est qu'en fait, j'ai un ami, donc gamer, qui un jour m'a dit, tiens, j'ai un pote qui fait de la musculation. Je te passe son Instagram, tu lui envoies un message et ça se trouve, ça va matcher et vous allez vous entraîner ensemble et peut-être que, bah voilà, après, vous faites ce que vous voulez, quoi. Et effectivement, il m'a donné ce contact. Je lui ai envoyé un message peut-être dans la foulée ou le jour d'après. On s'est donné rendez-vous, on s'est entraîné et depuis cette date, ouais, 2014-2015, on ne s'est pas lâché. Et du coup, c'est lui qui m'a fait rencontrer le pote dont je parlais la dernière fois, tout à l'heure, pardon, qui m'a fait rencontrer donc mon premier préparateur.
Donc, comme quoi, c'est vraiment d'un contact de rien que tout peut partir. Et voilà, c'était, tiens, je connais un pote, envoie-lui un message, tu verras bien ce qui se passe. Je lui ai envoyé un message et j'en suis là aujourd'hui, en fait. Excellent, excellent. Et c'est beau ce que tu partages parce que moi, je partage aussi cette idée. C'est pour ça que je fais ça. Je mets aussi en avant plein de gens inspirants comme toi parce que pour moi, voilà, comme je disais, je fais du rugby 15 ans et les premières personnes que j'ai eues aussi vraiment m'ont permis d'avancer quelque part, me sauver, m'ont permis de vraiment me développer. Et à un moment donné, on a tous besoin de quelqu'un pour passer une étape ou juste entendre quelque chose. Et c'est vrai que juste échanger, ça coûte rien. Ça ne veut pas dire que vous allez faire un an avec, ça ne veut pas dire, mais juste oser en fait. Oser. Si aujourd'hui vous sentez qu'il y a quelque chose pour quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et puis après, la vie s'occupe du reste. Comme je disais, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner, que ce soit par n'importe qui, enfin pas n'importe qui bien sûr, mais quelqu'un qui vous veut du bien. Et l'entourage également, c'est très important, surtout quand on veut faire une préparation. Si on est mal entouré, en général, ça se passe mal. J'ai trop de témoignages de gens ou d'histoires de gens qui me disent, bah voilà, j'ai arrêté ma préparation à cause d'un tel, parce que ça ne devenait pas évident. L'entourage, c'est archi important, que ce soit dans la vie de tous les jours ou quand on veut vraiment faire de la compétition, parce que voilà, comme je disais, c'est un quotidien particulier. J'admets que j'ai un quotidien hors norme par rapport au commun des mortels, et c'est pareil pour tous les compétiteurs et tous ceux qui sont vraiment à fond dedans. C'est un quotidien particulier, que ce soit la diète, les horaires, etc. Et si on est mal entouré, malheureusement, ça donne jamais rien de bon. Et voilà, c'est choisir les personnes pour vraiment être accompagné, et aussi voilà, saisir les opportunités quand on peut les avoir. Là, j'ai eu l'opportunité du coup de contacter quelqu'un que je ne connaissais pas, mais qui finalement m'a amené là où je suis aujourd'hui. Et voilà quoi, c'est un rien. C'est un rien, mais il faut la saisir. Exactement. Et j'aime beaucoup, pour conclure avec ce que tu dis, c'est la phrase de Steve Jobs, comme il disait, c'est sûr qu'aujourd'hui, peut-être que dans notre vie, on ne peut pas s'imaginer ce qui va se passer demain après-demain, mais un jour, on sera capable de se dire, ce point-là, de relier les points et se dire que c'est grâce à ces points qu'on en est arrivé là. Ouais, tu vois, je me dis que si j'ai jamais joué à certains jeux vidéo, je ne serais pas là. C'est totalement aberrant, tu vois, mais quand on connecte les points dans le passé, ça fait OK, si j'avais pas joué à ça, j'aurais pas connu un tel qui m'a fait connaître un tel, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, la vie, c'est fait d'opportunités, et surtout de petites opportunités qui n'ont pas forcément un impact énorme dès le début, mais qui finalement arrivent là où on est aujourd'hui. Exactement. Et Seb, je vais te dire un grand merci encore une fois, vraiment, mais vraiment de tout cœur. Une très belle rencontre, et je suis très heureux. Tu es où toi, Seb? Tu habites où? Je suis sur Paris. Je suis, voilà, je suis 94. Excellent, excellent. Donc, les amis, si vous avez besoin de coaching privé, de conseils, etc., n'hésitez pas. OK, Seb, c'est un gars cool comme ça. Donc, il faut pas croire que les gars, parce que ils peuvent paraître des extraterrestres qui sont pas cool. Non, c'est comme dans tous les domaines. Il y a des gens qui vont courir 2 fois par semaine et qui vont faire un truc et que dans la tête, ils se prennent comme ça. Et souvent, c'est vraiment ça, c'est une fausse croyance. Souvent, les gens, pour les côtoyer aussi, des champions de n'importe où, c'est des gens très simples. Ils mènent une vie très simple et très accessible. C'est juste le respect. S'il y a le respect, il n'y a aucun problème. Tout le monde est accessible. Donc Seb, un grand merci à toi. Merci les amis pour tous ceux qui sont passés par là. Un beau discours à la David Goggins. Et puis j'adore David Goggins aussi, c'est un monstre. Et aujourd'hui, il y a plein de gens comme ça qui sont inspirants. Donc très heureux si ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez besoin d'envoyer un message, si vous avez des questions. En tout cas, Seb, belle soirée à toi. Merci. Et puis au grand plaisir de se voir de ces 4 à Paris ou quoi, quand ça ira mieux. Merci. Bonne continuation. À très vite. Merci beaucoup. Ciao tout le monde. Ciao les amis. À demain. Belle soirée.